Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR. Alors tout d'abord, je tiens à vous souhaiter à tous une excellente année 2023, riche en parties de jeux de rôle avec des combats, de l'enquête, du drame, bref, plein d'excellentes parties quelle que soit la manière dont vous jouez. Également, je tiens à vous remercier pour votre écoute, la chaîne ayant atteint 200 abonnés en ce début d'année. Alors oui, c'est une petite chaîne, mais qui évolue à son rythme, et j'ai noté que vous étiez de plus en plus nombreux à intervenir en commentaire, certains ont même rejoint le Discord et j'ai pu interagir avec eux, voire partager quelques parties. C'était l'objectif de la chaîne, donc tout ceci est extrêmement positif et j'espère qu'on va pouvoir poursuivre sur cette lancée en cette année 2023. Alors, je donne sur cette chaîne beaucoup mon avis sur les pistes à suivre pour améliorer votre expérience de jeu autour de la table, surtout en tant que maître du jeu. Et j'aimerais démarrer l'année en vous proposant une liste non exhaustive de qualités à développer pour devenir un meilleur maître du jeu. En revanche, je ne vais pas livrer cette liste sans proposer une réflexion sur sa pertinence. En effet, reconnaître qu'il existe des qualités objectives à développer pour devenir un meilleur MJ répond d'une certaine manière à la question « qu'est-ce qu'un bon MJ ?» Or, il me semble aujourd'hui que le simple fait de poser cette question soit polémique, parce que la notion de bon MJ est souvent considérée comme étant purement subjective. Je pense d'ailleurs que cette réticence à reconnaître l'existence des bons MJ vient du fait que cela sous-entendrait reconnaître l'existence de mauvais MJ et que la nature sociale du jeu de rôle, couplée à l'état actuel des sensibilités sociétales, conduit à une certaine retenue afin de ne pas risquer de ternir les relations inhérentes à notre loisir préféré. Je pense aussi que c'est éminemment compréhensible, mais que ce relativisme exacerbé à l'égard du rôle de maître du jeu peut constituer, à mon sens, un frein à l'amélioration des maîtres du jeu, débutants comme expérimentés, et donc un frein à l'amélioration des expériences de jeu autour de la table. J'aimerais donc, dans cette vidéo, en plus de proposer des pistes d'amélioration bien directes, aborder la question de ce qu'est un bon MJ et également montrer que la présence d'un panel varié de compétences garantit que la notion de bon MJ existe bien de manière objective, tout en étant plurielle. En d'autres termes, un bon MJ ne ressemble pas nécessairement à un autre. Alors, qu'est-ce qu'un bon MJ exactement? Parmi les relativistes, on entend souvent qu'un bon MJ est celui qui permet à la table de s'amuser. Et honnêtement, je suis d'accord, même si je reformulerai un peu cette affirmation de la manière suivante, celui qui facilite l'accession au plaisir de jeu autour de la table. Je la préfère parce qu'elle indique que le MJ n'est pas le seul garant du plaisir de jeu autour de la table, mais qu'il en demeure celui qui emporte la plus lourde responsabilité, à savoir qu'un échec ou un succès de sa part aura plus d'impact que dans le cas d'un des autres participants. Bref, j'y adhère quand même complètement à cette proposition, j'entends, mais je trouve néanmoins que cette définition est un peu l'arbre qui cache la forêt, et pour deux raisons. D'abord, je commencerai par une concession en faveur des relativistes. Il est totalement vrai que le plaisir de jeu autour d'une table ne dépend pas que du maître du jeu et que les attentes des joueurs concernant un style de jeu ou autre entrent parfaitement en ligne de compte. En revanche, ça ne veut pas dire que la notion de bon MJ n'est pas objective. Simplement qu'un bon MJ n'est pas nécessairement le meilleur choix pour une table donnée. Je vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec le jeu de rôle. Vous prenez deux joueurs de tennis, un débutant et un expérimenté de très bon niveau. Le débutant ne va pas forcément s'amuser parce qu'il va se faire exploser. Pour autant, le joueur expérimenté est objectivement bon. Donc voilà, ça c'est vraiment une notion importante. Effectivement, il y a une notion de subjectivité, de perception, mais ça ne remet pas en question l'objectivité de la compétence d'un maître du jeu, ou ici dans l'exemple d'un joueur de tennis. J'ai bien compris que le jeu de rôle, il n'y a pas de compétition qui intervienne, mais vous avez compris l'analogie tout de même. Mais plus important encore, et j'en arrive à la deuxième raison, cette affirmation, le fait que le MJ est celui qui facilite l'accession au plaisir de jeu autour de la table, ne souligne finalement que la finalité de ce qu'est un bon maître du jeu, mais pas les moyens pour parvenir à cette finalité. En d'autres termes, si un maître du jeu débutant vous demande comment faire pour s'améliorer, et que vous lui répondez qu'il doit juste faciliter l'accession au plaisir de jeu autour de la table, ça ne va pas l'aider du tout. Parce qu'il va vous répondre, à mon avis, mais comment faire? Et c'est là, à mon sens, qu'une liste non exhaustive, puisqu'elle peut toujours s'enrichir, de qualité ou de caractère, peut devenir un outil pour qu'un maître du jeu puisse progresser en identifiant les leviers sur lesquels il peut agir, plutôt que la notion de progression demeure complètement nébuleuse par seul souci de ne heurter aucune sensibilité. Et encore une fois,
cette technique ou ces outils peuvent être utiles à la fois à des MJ débutants, mais également à des MJ expérimentés. On ne s'arrête jamais potentiellement de progresser, même si le rythme de progression a tendance à se réduire au fil du temps. Évidemment, on a tous une limite. Alors, quelles sont ces qualités? Alors, je vais vous en lister quelques-unes. D'abord, l'écoute. L'écoute, c'est la qualité principale qui est mentionnée par ceux qui sont prompts à juger la qualité d'un MJ par sa capacité à amuser la table. Il doit faire, d'une certaine manière, ce que veulent les joueurs. Il doit leur proposer un style qui leur plaît, aborder des thématiques qui leur plaisent, proposer des combats s'ils aiment, de l'enquête ou autre, peu importe. Il doit faire en sorte d'injecter des éléments qui procurent du plaisir de jeu aux joueurs, et pour ça, il doit forcément les écouter. Ça, c'est tout à fait vrai. De la même manière, à mon sens, il doit être réceptif à leurs propositions en jeu et ne pas y couper court systématiquement. Alors, ceux qui me connaissent savent que quand je parle de propositions, je parle de propositions via les personnages, pas forcément les propositions du joueur sur ce que doit être l'univers. C'est encore autre chose. Encore que, on peut très bien avoir des discussions avec les joueurs à ce sujet pour qu'on soit à peu près dans la même direction et qu'on ne se plante pas. C'est tout à fait logique. Je vais quand même pondérer d'une manière qui pourrait faire grincer des dents. On risque de me dire tyrannique une fois de plus, mais parfois les joueurs pensent ne pas aimer certaines choses ou en aimer d'autres, mais ne les ont juste pas expérimentées en jeu, de la manière que souhaite l'employer le maître du jeu. Donc à mon sens, le maître du jeu, malgré le fait qu'ils doivent être à l'écoute, et j'encourage de développer cette qualité, le maître du jeu ne doit pas hésiter à prendre des initiatives sur des éléments qui n'ont pas été verbalisés par les joueurs. L'écoute, oui, mais pas exclusivement. Bon, néanmoins, ça reste quand même une qualité extrêmement importante, donc j'ai pas forcément de conseils pour mieux la développer, juste pensez-y, écoutez les joueurs, leurs propositions, notamment entre les parties. Il peut être intéressant de faire des débriefs assez régulièrement pour savoir si tout le monde est sur la même longueur d'onde, si éventuellement il leur manque des éléments de jeu qui pourraient être intéressants. C'est toujours quelque chose de bien, ça va améliorer vos parties et donc votre qualité en tant que maître du jeu. Donc n'hésitez pas. D'ailleurs, être à l'écoute, c'est aussi se rendre compte parfois du malaise des joueurs face à un certain rythme de jeu, par exemple. J'ai eu un cas récemment, je vais en reparler dans l'une des autres qualités, mais il faut être attentif aux réactions des joueurs parce qu'on se rend compte que parfois ils sont un peu submergés et donc il faut savoir s'adapter sans non plus les traiter comme des enfants et baisser toute difficulté, mais c'est en étant à l'écoute qu'on va se rendre compte de ce genre de choses. Ensuite, une autre qualité, c'est être force de proposition. Ça fait suite un petit peu à ce que je disais sur le pendant de l'écoute. Être un bon maître du jeu, c'est aussi ouvrir les joueurs à son propre style. Je ne suis pas partisan des maîtres du jeu qui deviennent simplement des producteurs de contenu chez qui on passe commande et qui doivent simplement restituer un cahier des charges fidèle donc à ce qu'ont présenté les joueurs. Un bon maître du jeu prend en compte les envies des joueurs, mais n'hésite pas à injecter ses propres thématiques, ses propres envies à lui, et donc d'être force de proposition. Maître du jeu et joueur se nourrissent mutuellement, alors à mon sens ne perdez pas votre indépendance complète et la confiance en vos idées en tant que maître du jeu. Venez avec une vraie proposition. D'ailleurs, si vous n'avez pas de proposition, vous vous rendrez vite compte que vos joueurs seront perdus et ne seront pas à même d'apporter leur vraie contribution. Trop de liberté, parfois c'est peu de liberté. En tout cas en jeu, je pense que les joueurs ont besoin de tremplins pour ensuite s'émanciper eux-mêmes et être eux-mêmes force de proposition à leur niveau. Donc n'hésitez pas, faites-vous confiance en tant que maître du jeu et proposez les choses. Et ensuite, vous pourrez passer à une phase d'écoute pour vérifier que votre proposition a été bien reçue. Les deux fonctionnent ensemble. Une troisième qualité, et je pense que tout le monde s'accorde là-dessus, il n'y a rien de nouveau, c'est l'adaptabilité. Là, je pense que c'est une qualité très importante pour un maître du jeu et que tout le monde devrait avoir vocation à améliorer. C'est d'ailleurs une qualité communément abordée par ceux qui rechignent à lister des qualités plus pragmatiques ou directement liées au jeu de rôle. Mais force est de constater qu'ils ont parfaitement raison. Je le disais, c'est une qualité essentielle qui permet de s'adapter justement à la personnalité et aux capacités des joueurs pendant la partie. Je vous ai un petit peu parlé d'un exemple tout à l'heure que je vais développer. J'aime bien dans mes one-shots d'horreur avoir des parties sous tension où les décisions doivent être prises assez rapidement. Et j'ai été confronté récemment à des joueurs qui avaient une manière de jouer beaucoup plus posée que moi et donc qui avaient une manière de réagir à l'urgence qui était différente. Il n'y avait pas forcément cette notion d'urgence, ils se posaient plus rapidement et si j'avais maintenu mon rythme, la manière de faire, la partie se serait terminée
on va dire très prématurément, et je pense que ça aurait frustré tout le monde, les joueurs comme moi. Donc dans ces cas-là, il faut savoir faire un pas vers les joueurs. Eux aussi doivent faire preuve d'adaptabilité, surtout en campagne, probablement moins en one-shot. Je pense qu'en one-shot, c'est surtout la responsabilité du maître du jeu. Mais donc, je pense qu'il faut travailler ça. Donc, ça va avec la capacité d'écoute, car on ne peut pas s'adapter si on n'a pas compris qu'il y avait quelque chose à quoi s'adapter. Donc, c'est aussi une qualité importante. Alors, les qualités que j'ai mentionnées jusque-là, il y en a 3, elles sont vraies selon moi, mais on a moins de mal à les mentionner parce que ce sont surtout des capacités d'ordre comportemental. Elles sont moins liées à une compétence, donc on a moins de scrupules finalement à en faire mention. Mais il y a des qualités qui sont tout à fait liées à la compétence, et vous allez voir que pourtant c'est les plus évidentes. Je n'invente absolument pas la roue, c'est pas du tout une révolution, et je pense qu'elles sont très importantes. Vous allez sans doute en reconnaître certaines, c'est évident. Donc, commençons. L'interprétation des personnages non joueurs. Alors, par l'interprétation, je veux dire faire les voix potentiellement, ou peut-être mimer leurs attitudes, leurs gestuels, bref, vraiment l'interprétation des personnages. C'est une qualité qui va améliorer l'immersion. Et je le dis d'autant plus facilement que ce n'est pas vraiment mon point fort, mais bon, force est de constater que ça peut être intéressant. Je connais un MJ, Eric de la chaîne Des Sang-Froid les Imagitateurs, qui est excellent sur l'interprétation des personnages non joueurs, et c'est vraiment, vraiment super d'avoir une interaction avec ces personnages. Donc, comment on peut améliorer ça? En tout cas, travailler dessus. Écoutez, je vais prendre mon exemple puisque je pense que c'est ce qui pourrait moi m'aider. La difficulté que je rencontre provient de 2 aspects qui sont liés. J'ai énormément de personnages non joueurs à gérer dans mes campagnes, il y en a vraiment beaucoup, donc forcément plus il y en a, plus c'est dur d'interpréter différemment à chaque fois, surtout que je ne suis pas un acteur de métier. Donc, et la deuxième difficulté, c'est que je prépare beaucoup de choses et donc j'ai un peu la flemme de préparer les éléments qui vont m'aider à interpréter. Je le reconnais, ça ferait encore un truc en plus, je rechigne à le faire. Pourtant, c'est quand même ça que je vous conseille comme astuce. C'est quelque chose que je devrais appliquer à moi-même. Pour chaque personnage non joueur qui est un minimum important, je vous conseille d'écrire 3 mots qui le définissent en termes d'attitude, de voix et de gestuelle. Souvent, tout ce qui manque à une interprétation qui soit un peu plaisante, c'est d'avoir l'information ou des indices sur comment l'interpréter, plutôt que de ne pas y avoir pensé et de l'imaginer sur le fait. C'est souvent ça la difficulté. Donc, souvent la difficulté à interpréter vient de notre impréparation. N'hésitez pas, 3 mots, ça suffit, c'est pas beaucoup plus de travail. C'est quelque chose que je devrais encore une fois me dire à moi-même, et ça peut vraiment vous aider à développer cette qualité. Ensuite, il y a la capacité à bien décrire des lieux, des PNJ, des attitudes, vraiment de la narration pure au sens descriptif. C'est un outil très puissant pour l'immersion, il suffit de le voir ne serait-ce que dans les livres, quand on lit une belle description. Et force est de constater que l'immersion en jeu de rôle accroît très souvent le plaisir autour de la table de jeu. On se souvient que c'est l'objectif d'un bon MJ que de faciliter le plaisir autour de la table de jeu. Donc, comment est-ce qu'on peut s'améliorer sur sa capacité à décrire? Ça peut paraître difficile de décider soudainement de s'améliorer. Déjà, pensez-y. Parfois, dans le feu de l'action, on ne pense pas forcément à décrire. Le simple fait d'y penser va vous faire entreprendre cet effort. Également, pour des lieux ou des personnages non joueurs, pensez encore une fois à noter quelques mots ou quelques traits distinctifs de ces lieux ou de ces personnages. Donc là, pas forcément une histoire de voix ou autre, sur lesquels vous allez pouvoir axer votre description. Pas besoin de beaucoup de traits, mais appuyez-vous dessus pour décrire. En plus, une autre astuce, plus encore qu'une description fidèle et esthétique ou cosmétique, concentrez-vous sur le fait de faire ressentir un lieu ou une situation, parce que ça s'applique aussi aux situations. N'essayez pas de faire dans du descriptif pur et dur, mais mettez l'accent sur les sentiments et les ressentis que vont susciter un lieu ou une situation. C'est souvent plus facile, on a moins de mots à trouver comme ça sur le fil, plus évocateur également pour vos joueurs, et en plus, ça laisse le soin aux joueurs d'imaginer leur propre image, en l'occurrence, en fonction du ressenti que vous leur transmettez. Et chaque joueur, peut-être, va imaginer quelque chose de différent, mais ce n'est pas grave, du moment qu'on n'a pas une histoire de déplacement dans l'espace. Bon, et une autre astuce, c'est lisez plus.
plus vous allez lire de bouquins, plus les descriptions seront faciles. Mais ça, je pense que c'est un conseil que je pourrais donner à n'importe qui. Lire toujours plus. Enfin non, une autre qualité que vous pouvez développer pour devenir un meilleur MJ, c'est l'écriture des scénarios ou des campagnes. Mais alors attention, quand je parle d'écriture, je ne parle pas forcément d'écriture au sens strict, au sens rédiger tout ce qui va se passer. C'est pas ça du tout. Je parle vraiment de l'écriture au sens scénaristique, la capacité à moduler, à organiser, avoir une vision de l'histoire, d'où vous allez, des intrigues, des choses à découvrir, de faire intervenir des éléments perturbateurs au bon moment. Vraiment d'avoir une notion scénaristique, un sens de l'histoire, un sens des événements. Et ça peut paraître logique, mais je vous assure, cet aspect, encore une fois selon moi, mais tombe en désuétude, même si certains contestent cette réalité, à savoir que ça tombe en désuétude. Et donc je trouve qu'il y a des maîtres du jeu qui prolifèrent, ceux qui ne préparent rien, pensent que leur qualité justement en tant que MJ provient du fait qu'ils laisseront tout entre les mains des joueurs. Sincèrement, si vous êtes de cela, je vous invite à préparer quelque chose, préparer une intrigue, des choses à découvrir, des logiques. Ça ne veut pas dire planifier toute l'histoire. Pensez à des moments forts que vous allez pouvoir placer ici et là, même si, encore une fois, leur occurrence peut ne pas être conditionnée à un instant précis, comme des événements flottants. Ayez une vision de ce vers quoi vous voulez tendre. Et ça ne signifie en aucun cas que vous ne pourrez pas en déroger en fonction des actions des personnages joueurs. Véritablement, cela améliorera vos parties et le ressenti des joueurs, j'en suis absolument certain. Ensuite, autre qualité, je poursuis, la capacité d'improvisation. Bon, j'ai fait toute une vidéo là-dessus que vous pouvez aller voir, et souvent une meilleure préparation est la réponse à une meilleure capacité d'improvisation. Cependant, je vais également vous suggérer l'inverse de ce que je viens de conseiller pour la qualité précédente, à savoir le sens de l'histoire, la création de scénario. N'hésitez pas à vous reposer plus sur les joueurs. Alors pas systématiquement, ça c'est mon avis à moi, n'en faites pas votre modus operandi permanent, mais posez-leur des questions sur des situations, des ressentis de leurs personnages, des personnages qu'ils connaissent en fonction de leur background, de leur historique. Ils vont vous donner des éléments qui vont vous inspirer et donc améliorer votre capacité d'improvisation. En fait, lorsqu'ils vont vous donner des éléments, ça va peut-être vous faire rebondir dessus. Donc n'hésitez pas vraiment à poser des questions à vos joueurs, ça ne casse pas le rythme, contrairement à ce que peut-être certains vous diront, ça permet au contraire d'ancrer encore plus vos joueurs dans votre imaginaire en utilisant en partie le leur comme tremplin. Certains diront « Ah, c'est du partage narratif », peut-être un petit peu, et c'est pour ça que je le mets en exergue, cela peut vous aider à mieux improviser et actionner donc ce levier, cette qualité de maître du jeu. Je poursuis avec une autre qualité, savoir rythmer la partie. Ça, pour moi, c'est une qualité indéniable. On vous dira souvent que le maître du jeu n'est pas le seul garant du rythme. C'est vrai, au même titre qu'un chef d'orchestre n'y pourra rien si l'un de ses musiciens décide de jouer Benny Hill en plein concerto. En revanche, comme un chef d'orchestre, en tant que maître du jeu, vous êtes celui qui aura le plus d'impact et vous pouvez donc aiguiller vos joueurs. Les joueurs ont souvent une perception bien plus limitée que celle du maître du jeu, du fait qu'ils en savent moins sur l'intrigue, ne connaissent pas autant de personnages non joueurs, ne savent pas où ils en sont du scénario par rapport à une fin de session approchant. Bref, par nature, leur qualité de joueur fait qu'ils ne sont pas aussi équipés qu'un maître du jeu, qui a une vue d'ensemble, pour prendre les meilleures décisions en termes de rythme. C'est donc le rôle du maître du jeu d'intervenir dans un sens ou dans l'autre. Donc, pour développer cette qualité, n'hésitez pas à inviter les joueurs à prendre une décision lorsqu'ils réfléchissent et que ça fait 3 fois qu'ils disent la même chose. Et à un moment, vous avez fait le tour de la question, il faut prendre une décision. N'hésitez pas à le dire. C'est la manière fair play de le faire de manière hors roleplay, si j'ose dire. D'un autre côté, n'hésitez pas également à préparer des événements qui font avancer l'histoire et que vous déclenchez pour leur rappeler aux joueurs que le temps est important. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà mentionné, mais j'apprécie énormément cette notion de compte à rebours, ça peut prendre plusieurs formes, mais qui va mettre la pression aux joueurs et montrer que les choses se déplacent sans eux, et c'est un bon moyen de leur rappeler qu'il faut prendre des décisions et donc de maintenir un rythme. D'un autre côté, je l'ai déjà mentionné plus haut lorsque je parlais de l'adaptation comme qualité, attention de ne pas non plus submerger et donc frustrer des joueurs qui sont moins à l'aise avec des rythmes effrénés.
Et donc il faut parfois savoir au contraire leur donner des moments de respiration pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions. Par exemple, en passant à quelqu'un d'autre, à un autre joueur, avant que le joueur à qui vous parliez prenne une décision. Ça m'est déjà arrivé, je vois qu'il a une hésitation, je lui dis réfléchis, je reviens à toi, et je passe à quelqu'un d'autre. La succession comme ça entre joueurs va maintenir une forme de rythme, mais pendant ce temps-là, le joueur qui était moins à l'aise va avoir un peu plus de temps pour prendre une décision et donc être moins frustré. On en revient finalement à la qualité d'adaptabilité pour justement s'adapter en termes de rythme également. Je poursuis la maîtrise des règles, qui va mener à la fluidité mécanique du jeu autour de la table. Bon, c'est assez évident, mais si vous ne maîtrisez pas les règles d'un système, vous allez nuire à la fluidité du jeu, forcément, et vous allez casser le rythme dont on vient de parler précédemment. Donc là, encore une fois, c'est assez simple, peaufinez vos règles, quitte à ne pas toutes les prendre en compte au début, et y aller pas à pas. Vous n'êtes pas obligé d'être sûr de tout maîtriser, vous en prenez une partie et vous vous dites je m'en tiens à ce noyau pour cette partie. Puis à mesure que les parties se déroulent, vous pouvez en ajouter un petit peu plus ou pas. Encore une fois, ça sert à rien de vouloir absolument tout connaître tout de suite. Et surtout, à mon humble avis, en pleine partie, je pense qu'il est inutile d'ouvrir le livre pour chercher une règle pendant 15 plombes. Ignorez-la plutôt, inventez quelque chose, prenez une décision en tant que maître du jeu sur le moment et vous y reviendrez plus tard si nécessaire, après la partie. Je répète, c'est vous le meneur de jeu. Et puis, si vous ne gérez pas bien les systèmes compliqués, c'est mon cas, ne soyez pas marié à un système et changez-en, sans pour autant changer d'univers, c'est pas obligatoire, il y a plein de systèmes génériques ou même des systèmes que vous pouvez emprunter à d'autres univers, quitte à en faire quelques adaptations, et puis même si vous êtes motivé, créez votre système, mais évidemment c'est parfaitement optionnel, en aucun cas ce n'est nécessaire. Ensuite, décidément je vais le dire souvent, la maîtrise de l'univers. Toujours dans une optique de fluidité, mais pour des raisons différentes. Évidemment, il va falloir faire un effort, à mon sens, si c'est quelque chose qui est une lacune pour vous, de connaître l'univers dans lequel vous maîtrisez, parce que ça vous aidera, et on en revient aussi à la capacité d'improvisation, à mieux improviser, à puiser dans vos connaissances pour sortir quelque chose de votre chapeau si cela s'avère nécessaire. Vous allez ainsi pouvoir prendre des décisions sur le fil plus cohérentes vis-à-vis de vos personnages non-joueurs, de vos monstres, des événements. Et quand je dis maîtriser l'univers, c'est pas forcément l'univers de jeu dans lequel vous jouez. Je parle de votre univers potentiellement lié au scénario que vous faites jouer, à votre histoire. Je parle pas vraiment que de l'univers au sens global. C'est votre univers, même si vous jouez dans un monde officiel, vous avez votre univers en tant que maître du jeu. Maîtrisez donc les PNJ qui le peuplent notamment. Ça vous permettra de réagir de manière plus informée, plus cohérente. Et puis, encore une fois, un autre outil à mon avis là-dessus, c'est n'hésitez pas à plonger les joueurs dans cet univers, à mettre vos connaissances de ce monde au service de la narration en les mentionnant dans vos descriptions de manière proactive. Ça va leur donner plus d'impact, ça donnera de la couleur à tout ça et donc ça favorisera l'immersion. Et bien souvent, ce qui en découle, c'est un plus grand plaisir de jeu autour de la table d'immersion. C'est fondamental en jeu de rôle. On approche de la fin de la liste, mais je voulais quand même vous donner pas mal de choses. Une autre qualité, c'est vraiment le fait de savoir donner vie à ces personnages non joueurs. Je ne parle pas forcément en les interprétant, je parle en leur donnant une importance, qu'ils soient mémorables. Encore une fois, j'ai une vidéo là-dessus sur comment rendre les personnages non joueurs mémorables. Ce sont eux qui peuplent vos histoires, vos univers, vos mondes, ce que vous voulez, et qui constituent le cœur des interactions avec les personnages joueurs. Donc leur rôle est extrêmement important. Et on a souvent tendance à se concentrer sur tout ce qui tourne autour des personnages non joueurs, mais pas sur les PNJ eux-mêmes. Donc, je l'ai souvent dit, mais créez-leur des motivations, des aspirations, des raisons d'être pour ces PNJ, même peut-être des habitudes, et ancrez-les dans l'histoire, dans l'univers, mais surtout dans l'histoire. Ils doivent avoir un rôle dans votre histoire, un rôle à jouer. Vous devez avoir une vision pour ces PNJ, sauf s'ils sont complètement subsidiaires. Mais ça mène à un autre point. Surtout si des personnages joueurs, enfin des joueurs s'intéressent à un PNJ inattendu qui était complètement subsidiaire, sachez justement être à leur écoute, je vous renvoie à la première qualité, et rendez ce PNJ plus important. Sautez sur l'occasion, développez ce PNJ, développez-lui une histoire, des habitudes, des aspirations, et il n'en deviendra que plus mémorable aux yeux des personnages, enfin des joueurs. Il va prendre une vie propre, et il vous servira potentiellement pour de nombreuses sessions.
Je vais terminer par une dernière qualité pour progresser, que vous pouvez développer pour devenir meilleur maître du jeu, c'est la maîtrise des outils d'immersion, tels que les sons, les musiques, les images, les aides de jeu, bref, tout ce qui est mise en scène, la forme, au-delà de ce que vous pouvez proposer en tant que maître du jeu. Ce sont donc des outils d'immersion externes et à mon avis, ce sont des outils vraiment formidables parce que même sans toucher aux autres qualités que je viens de mentionner, le simple fait d'inclure ces éléments-là, même pas forcément énormément, peut suffire à magnifier tout le reste. Je pense notamment au son d'ambiance. D'ailleurs, je vous renvoie sur une chaîne que vous devez peut-être connaître, de Michael Gelfi, qui en propose plein à destination du jeu de rôle. C'est vraiment une super chaîne. Bref, les sons d'ambiance, même quand on n'y fait plus attention que c'est en cours, en fait, il suffit de l'enlever pour se rendre compte qu'il y a un vide. Ça laisse un vide si vous l'enlevez. Et donc, même quand on n'y fait plus attention, ça contribue à vous immerger dans l'univers, à immerger vos joueurs. Pour les musiques, certains vont dire qu'elles sont potentiellement casse-gueule parce que si elles sont mal choisies, elles vont plutôt vous nuire. Mais je trouve que c'est quand même majoritairement le contraire. Ça arrive quand même rarement de se planter là-dessus. Il n'y a rien de tel qu'une musique appropriée qui se déclenche dans un moment héroïque, d'un moment intense, un moment triste, nostalgique, drôle ou blindé d'action, peu importe. Et donc je vous conseille de commencer d'abord avec une sélection de thèmes réduits, en fonction de certaines ambiances peut-être, quitte à ne pas les utiliser en permanence dans la partie, c'est pas grave, ou d'en avoir préparé pour certaines scènes que vous voulez placer, des scènes scriptées. Oui, ça peut arriver. Ça ne veut pas dire que vous scriptez tout, mais certaines scènes que vous avez envie de placer, vous pouviez y associer une musique. Et vous étofferez les possibilités à mesure que vous devenez plus à l'aise avec la maîtrise de ces outils. Et évidemment, attention, la gestion des sons, des musiques ou même des images ou des aides de jeu ne doit pas prendre le pas sur les autres qualités en accaparant trop de votre attention parce que sinon le reste va se dégrader. Donc, il faut quand même rester mesuré dans l'utilisation de ces outils, mais ils sont formidables et leur maîtrise est une qualité qu'un MJ peut développer pour s'améliorer lui-même. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette liste non exhaustive. Je le redis, il y a sans doute plein d'autres qualités. Ce que je propose, comme d'habitude, ce ne sont que des pistes et j'espère qu'elles vous feront réfléchir, qu'elles vous inspireront, même si vous ne les prenez pas telles quelles. Et je suggère d'ailleurs que cette liste que je vous ai donnée puisse évoluer et que chacun y ajoute un petit peu sa touche. En revanche, c'est le principe lui-même qui me paraît utile parce que vous allez pouvoir choisir les leviers que vous alliez actionner et développer. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre et de dire je dois devenir excellent sur toutes ces qualités. C'est ça la beauté un petit peu de cette vision. Certains vont avoir naturellement plus d'aptitude dans certaines qualités. D'autres auront des axes performants ailleurs. Libre à vous donc de perfectionner vos forces ou de développer certaines de vos faiblesses. La réalité, c'est qu'un bon maître du jeu n'est pas défini par une qualité unique. L'un sera particulièrement doué pour les interprétations de personnages et sa connaissance des univers qu'il maîtrise, par exemple, quand un autre va être excellent par la qualité de ses histoires et sa maîtrise des outils d'immersion comme les musiques. Donc, il existe bien une diversité dans la compétence, mais la compétence existe. Par conséquent, le bon maître du jeu existe bien objectivement, à mon sens, mais aucun bon maître du jeu ne se ressemble. Ainsi, nous pouvons tous nous améliorer dans de multiples directions. Voilà, donc comme je vous le disais, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura inspiré surtout. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Comme je vous l'ai dit, on va essayer de commencer l'année 2023 sous de bonnes conditions. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.